Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à l'Institut national d'agriculture biologique. Je m'appelle Mélissa Gosselin. Je suis conseillère en communication pour le Cégep de Victoriaville parce que l'Institut national, il est affilié au Cégep de Victoriaville. Alors, je suis en compagnie de Pierre-Antoine Gilbert, qui est enseignant et qui coordonne le programme Gestion et technologie d'entreprise agricole à Victoriaville. Et on a la chance d'avoir avec nous Athanasios Miou, qui enseigne l'agriculture urbaine au campus de Montréal, profil qui est offert à Montréal par l'INAB depuis un an, dans le fond, depuis août 2021. C'est tout récent, donc Athanasios va pouvoir nous parler des réalités montréalaises de ce magnifique profil qui est unique au Québec. Alors, on va passer la prochaine demi-heure ensemble. J'ai même pas consulté Pierre-Antoine et Athanasios. Je ne sais pas si vous préférez avoir les questions au fur et à mesure ou avoir les questions à la fin. Au fur et à mesure. Au fur et à mesure aussi. Ouais. Excellent. Donc, au fur et à mesure, n'hésitez pas. Vous pouvez utiliser la conversation ou les réactions. Dans le fond, levez votre main. Puis, gênez-vous pas pour nous interrompre aussi si on ne vous voit pas. Alors, sans plus tarder, je vais céder la parole à Pierre-Antoine Gilbert. All right. Moi, mon son est activé. Normalement, si vous m'entendez, vous pouvez me faire des pouces en l'air. Super. On a perdu Alexandre qui avait un fond d'écran Minecraft Jardin. Je trouvais ça écœurant. Il faudrait que je le trouve dans ma liste. Moi, je suis le prof des serres. Ah, il est revenu. T'es écœurant ton fond. Fait que moi, je suis le prof des serres. Je fais pas juste la coordination de programme. Des fois, j'enseigne. C'est ma première passion, là, la communication, puis la communication de ma passion, puis l'agronomie aussi. C'est pour ça que j'ai décidé de vous inviter carrément chez nous pour que vous voyez un peu de quoi ça peut avoir de l'air une serre. C'est sûr que là, on est l'hiver, fait que bon, il y a des lampes jaunes artificielles en haut, là, mais éventuellement, on va finir par éteindre tout ça puis laisser un peu plus le soleil faire son action. C'est parce que dans le calendrier, le cours, il se passe l'hiver, puis nous, ce qu'on veut finalement, c'est d'avoir un endroit, un laboratoire où on fait ces travaux-là. Pour vous donner un exemple, ici, on va passer 4 heures de temps par semaine avec les élèves pour un équivalent de 2 heures de cours théorique. Je peux bien faire des schémas, on peut regarder des vidéos, mais ça reste que l'apprentissage pour moi, de le faire réellement sur les plantes, ça permet de le concrétiser puis d'aller vraiment chercher les compétences puis de le mettre en pratique. Là, à mon sens, il n'y a rien qui bat ça. Puis aussi de pouvoir des fois tendre la main là, puis carrément finalement aller chercher une tomate cerise, c'est toujours agréable. Là, c'est un peu stagé parce que dans les fêtes, ils sont pas mal vertes. Là. C'est sûr que vous autres, le rendu est peut-être un peu jaune, mais on a fait des grosses récoltes aujourd'hui avec la gang. Fait qu'il n'en reste plus tant que ça. Mais c'est pas grave, dans 2 jours, ça va être mûr. Puis le prochain groupe de laboratoire, il va avoir son stock à récolter à lui. Fait que là, il faut que j'avale ma bouchée, évidemment, bien chic. Là, j'ai mis le sucre 5-4. Super. Fait que je vais vous présenter un peu l'INAB, c'est quoi. Puis pour vrai, si vous avez des questions au travers, gênez-vous pas. Nous autres, on est des profs, là, Athanasios et moi, puis c'est toujours plus agréable si les questions, vous y allez spontanément, puis on est vraiment habitué de répondre de cette façon-là. Fait que gardez-les pas pour vous, partagez-les. Puis je pense que dans le chat, à la limite, Mélissa va me les souffler à l'oreille, puis je pourrais après ça les reprendre. Ça va me faire vraiment, vraiment plaisir. Alors, là, il faut que je partage mon écran. Je suis supposé avoir appris tout ça pendant la pandémie. Inquiète-toi pas. Inclure le son, tu m'as demandé de faire ça. À date, ça y va. Là, Mélissa, il faut que tu me dises si tu vois Institut national d'agriculture biologique, Cégep de Victoriaville. Ça marche? Ça roule? All right, moi, je ne vois plus. Donc, c'est ça, la gang sont rendus au-delà de 200 élèves ici à l'INAB, puis une trentaine à Montréal. Cette année, je pense qu'on était autour de 240 pour les 4 profils, les 3 années confondues, et pour la gang de Montréal. Production animale, c'est un classique qu'on donne depuis que les cours de GTA, Gestion de technologie de l'entreprise agricole, existent. Depuis 1987, on enseigne la production légumière biologique. À l'époque, il fallait être audacieux, je pense, pour faire un tel move. Le bio était très peu connu. Même aujourd'hui, il y a encore énormément d'éducation à faire en ce sens-là, mais c'est quand même beaucoup plus acquis que ça l'était à l'époque. Désormais, je pense que la plupart des grandes chaînes ont des espaces tablettes dédiés à l'agriculture biologique. Puis les gens qui sont un peu plus, versés dans le domaine savent c'est quoi un fermier ou une fermière de famille.
Il y a 5 ans, on a lancé aussi production fruitière biologique parce que le besoin était là d'aller plus en détail au niveau des fruits bio. Avant ça, c'était mélangé un peu avec le profil légumes. Puis là, la première gang de la cohorte d'agriculture urbaine a fini cette année. Fait que depuis 3 ans, agriculture urbaine existe. On va en reparler un petit peu plus en détail, mais pour moi, c'était un besoin essentiel. Un autre détail à mentionner, c'est que là, c'est le temps des admissions. Ça passe par 2 systèmes, soit le SRAC ou le SRAM. Mais nous, étant donné que c'est le cégep de Victo, on est affilié avec le système de Québec, donc il faut passer par le SRAC pour faire des demandes d'admission. Ce qu'on vise, c'est de former des gestionnaires engagés, des techniciens et des techniciennes agricoles aussi, je dirais, engagés. Ça peut mener à plusieurs bourses d'études, même que depuis 3 ans, on a parti le gala agricole dans lequel on remet entre 15 et 20 000 de bourse aux élèves. Il y a un plan d'affaires qui est comme l'espèce de gros travail final qui est remis. Puis si quelqu'un est vraiment sérieux, puis honnêtement, j'en ai vu beaucoup de fermes démarrer depuis, vous êtes prêt à aller chercher finalement votre financement auprès des banques puis auprès des institutions financières liées au domaine agricole. On peut décider de poursuivre à l'université aussi. Je me suis présenté brièvement par rapport à mes tâches ici, mais je suis agronome de formation, j'ai une maîtrise en biologie végétale aussi. Moi, ça a été comme mon chemin finalement pour revenir dans le côté de la pratique agricole. Si c'était à faire, probablement que j'irais plus avec un programme d'études directement dans mon domaine avant de poursuivre à l'université. L'autre truc, c'est que souvent, bon, c'est parlé un peu, mais en bas de 40 ans, il y a plusieurs subventions qui existent au niveau agricole pour la relève. Avec un DEC, on peut aller chercher jusqu'à 50 000. Sinon, il y a d'autres niveaux de financement selon le niveau de diplôme qu'on a. Puis aussi, si vous faites de l'agriculture à temps partiel, il y a quand même des bourses qui sont admissibles. Mais là-dessus, au-delà de ces bourses-là, je vous dirais que le Québec en général est assez généreux au niveau des subventions agricoles qui sont accordées. Puis au niveau du bio aussi, là, il y en a vraiment une panoplie. Là. Fait que si on se compare avec l'Ontario, avec le Nouveau-Brunswick, nos voisins, je trouve que c'est des programmes qui sont assez généreux. Puis la pandémie, avec l'idée de l'autosuffisance alimentaire, en amenait encore plus finalement dans les possibilités. Pour vous donner un peu un exemple de ça peut représenter quoi, faire un DEC, c'est autour de 2600 heures au total. On parle de 2000 heures de formation spécifique, là, j'arrondis, là, on se comprend. Donc, il y a un autre 650 heures, 660 heures qui est relié à la formation générale. Là, je parle par là des cours d'anglais, éducation physique, français, philo et les cours complémentaires. Ça fait un horaire de 27 à 30 heures par semaine si on doit inclure la formation générale. Sinon, je l'arrondis aussi, là, mais normalement, moi, ce que je dis à les gens qui m'écrivent, c'est à peu près un 20 heures par semaine si vos cours de formation générale sont déjà faits. Qu'on se comprenne, si vous avez déjà fait un DEC par le passé, c'est crédité d'emblée. Fait que ça, c'est comme un fast track, là, ça se fait automatique. Votre français, votre philo va être crédité. Puis je vous avouerai que c'est peut-être le 2/3 ou le 3/4 de notre clientèle en production légumière, en fruits puis en agriculture urbaine que c'est le cas. L'agriculture urbaine à Montréal, on a fait un peu une statistique des moyennes d'âge l'autre jour, puis on était à 33 ans. À Victo, on était à 29 ans, puis en légumes, on était autour de 25 ans. Fait que c'est beaucoup de gens qui décident de se réorienter dans la vie, de faire des changements de carrière ou des changements de domaine d'études. C'est vraiment différent comme énergie, comme dynamique par rapport à d'autres formations collégiales plus classiques, notamment si je compare aux cours préuniversitaires. Il y a aussi 2 stages d'été qui sont à faire. Le premier est en entreprise agricole. Le deuxième, c'est sur notre ferme-école, ici, avec des cours d'été. C'est un peu ça qui nous distingue de d'autres institutions collégiales. Puis si vous êtes en agriculture urbaine, par contre, c'est un stage de production puis un stage qui est plus lié à l'innovation. Puis c'est quoi la job? C'est sûr que la plupart des gens qui arrivent chez nous, ce qu'ils rêvent, c'est d'être productrice, producteur, là, fermier, fermière, si vous préférez. Je vous dirais qu'on a peut-être un 15 de gens qui vont concrétiser des projets. C'est génial, c'est vraiment du bonbon là, pour les profs quand on voit ces fermes-là qui existent, qui se lancent, puis de les voir aujourd'hui aller. Mais il y a plein de jobs dans le domaine qu'on appelle le para-agricole, donc comme intervenant dans le milieu. Personnellement, j'en suis un exemple. Tu sais, ma job principale, c'est d'enseigner. Puis l'été, avec ma conjointe, on a une ferme florale qu'on exploite. Fait que ça nous permet un peu de combler les deux. Fait qu'on peut devenir aussi gérant d'entreprise agricole,
conseillères, conseillers, que ce soit dans le domaine de la production en serre ou de la production au champ. Dépisteuses, dépisteurs, c'est d'aller voir c'est quoi les bébites, c'est quoi les maladies. Représentantes et représentants, bien là, on tombe plus dans le domaine peut-être du commerce, mais il y a des belles business en ce moment au niveau de l'agriculture bio, entre autres, des productions animales aussi ou de tous les secteurs. Mais si je prends l'agriculture bio comme exemple, Anatis Bioprotection qui vendent des insectes prédateurs là, qui vont manger les mauvais insectes, bien, il en manque du monde, puis ils en cherchent finalement des gens formés. Inspectrice, inspecteur, ça peut être des gens dans le domaine de la certification biologique, ça peut être au niveau du gouvernement aussi, il y a un paquet de jobs à ce niveau-là. Animatrice, animateur, c'est un ajout que j'ai fait pour la présentation de cette année. En agriculture urbaine, on a des anciens élèves qui finalement travaillent dans des écoles où ils vont faire de l'animation en lien avec l'agroalimentaire, du jardinage aussi. Puis ça, c'est vraiment cool de voir tout ce qui se passe à ce niveau-là. Là, c'est vraiment en pleine effervescence. Puis évidemment, bien, il y a les boîtes de recherche, les ministères gouvernementaux, que ce soit au niveau d'Agriculture Canada ou du ministère de l'Agriculture au provincial. Fait que ce que je voulais dire par là, c'est que il y a de la job dans le paragricole. Il y en a toujours eu. J'ai jamais manqué de job personnellement. Puis même si l'économie va moins bien puis qu'il y a une récession, on va quand même planter les champs de maïs ou les champs de carottes, là, peu importe. Mais l'alimentation reste un secteur primaire, puis un secteur primaire d'importance, là, on le sait. Là. Puis les employeurs, bien, c'est un peu en lien avec ce que je viens de vous nommer, là, finalement. C'est qui emploie tout ce monde-là? Bien, vous avez tous les exemples qui sont là. En agriculture urbaine, je pense, dans les nouveautés, ce qu'on voit, les municipalités, il y en a beaucoup qui sont lancés dans le secteur en se disant, au lieu de faire des plates-bandes ornementales, bien, on préfère des plates-bandes vivrières, donc de cultiver des cultures qui vont être destinées à l'alimentation. Les écoles aussi, ça fait partie des nouveautés qu'on voit arriver. Fait que ces gens-là, bien, ils demandent des gens formés, puis c'est un peu la lacune qu'il y avait, puis qui devait être comblée par ces formations-là. Là, il est supposé avoir une vidéo de la ferme-école qui est supposée marcher avec du son. L'agriculture, c'est la vie. Car nourrir les gens sera toujours une priorité. C'est un retour aux sources avec des enjeux d'avenir. C'est un champ aux 1000 possibilités. C'est un immense terrain de jeu où l'on travaille dans la nature, avec le vivant. Ça crée des liens essentiels avec la communauté et ça permet d'avoir un réel impact sur la société. L'INAB, c'est l'avenir, au présent. Alors voilà, on avait... ça, c'était une pub qu'on avait utilisée, entre autres, dans l'émission Les Fermiers de mémoire. Ça fait un peu le topo. La musique est très bucolique, mais ça se peut que des fois, au champ, il pleuve, il fasse froid. Ça se peut aussi des fois, il fasse chaud, que ça soit canicule. Fait qu'il faut faire une distinction, je pense, entre le côté romancé, des fois, de ce qui est présenté versus la réalité, mais ça reste que les images, pour moi, sont époustouflantes. Puis je voyais plein d'anciens élèves aussi là-dedans qui étaient là, puis ça fait chaud au cœur là, de les revoir en action. C'est quoi les forces de l'INAB? Dans le fond, on a acheté un gros morceau de terre à 4 km du pavillon principal du cégep de Victo. Fait qu'on est vraiment à la limite, vous allez le voir sur les photos aériennes ensuite, là, de la ville. 55 hectares de terre, pour vous le simplifier, c'est comme 55 terrains de football. C'est un peu arrondi mon affaire, mais ça peut vous donner un peu l'ampleur de ce à quoi ça peut ressembler. On a une super belle photo à droite de l'atrium, donc la salle où les gens vont luncher et discuter. Puis le bâtiment est tout en bois, fait que c'est vraiment magnifique comme lieu. Puis personnellement, pour avoir enseigné aussi longtemps dans nos anciennes installations, bien, on est vraiment choyé d'être rendu où on est parce que le terrain de jeu il est époustouflant puis ça nous permet d'être cohérent. Fait que oui, il y a des complexes de serres jumelés, on a des serres individuelles, on a un complexe de serres dans lequel je me trouve présentement, mais on en a aussi un pour agriculture urbaine situé proche du pavillon principal. On a un grand verger dans lequel on a des pommes, des poires. Lui, il se déménageait mal, fait que c'est un autre site sur lequel on fait cette production-là. On a instauré un petit verger ici depuis 5 ans où bleuets, camerises, framboises, raisins de table et j'en passe sont produits. Puis là, sont rendus à une certaine... Après 5 ans, là, les plants s'en viennent à maturité. C'est vraiment intéressant de les voir grandir. Un rucher qui peut avoir 25 ruches jusqu'à 50 comme potentiel.
Les élèves font la récolte, l'extraction du miel. Il y a une forêt nourricière aussi qui prend de plus en plus d'ampleur. Plein de modèles de production, petite échelle, bio-intensive, ferme moyennement mécanisée, ferme entièrement mécanisée. 2 centres de recherche, le CETAM et le CISA. Le premier, le CETAM, c'était un centre qui est plus sur les pratiques appliquées en agronomie. Donc, de faire de la recherche, de l'acquisition de connaissances pour les transférer après aux agriculteurs et aux agricultrices. Tandis que le CISA, lui, va être au niveau des sciences sociales. Donc, le Centre d'innovation sociale en agriculture. Ces 2 centres-là emploient beaucoup d'élèves pendant leurs études. Il y a même moyen de faire des stages chez eux. Fait que c'est quand même très cool parce que à la fois, on est un lieu où on crée de la connaissance et un lieu où on transfère la connaissance. Puis les liens sont de proximité, fait que ça nous permet d'être vraiment proche des dernières évolutions de la connaissance. La visite virtuelle, je vous ai mis un petit lien, là, mais c'est sûr que si vous allez sur notre page, vous allez voir, c'est des billes qu'ils ont fait. C'est un genre de Street View, Google Earth. On peut se promener sur la terre de l'INAB puis aller voir chaque section. Mélissa qui est avec moi, ils ont vraiment travaillé fort avec son équipe sur ce projet-là, puis c'est époustouflant là, ce qu'ils ont réussi à faire. Si jamais il nous reste du temps à la fin, je pourrais toujours amener la gang voir ça. Puis, depuis 2021, comme je mentionnais, on est rendu avec une antenne d'agriculture urbaine à Montréal. Et là, je pense que c'est là que je passe la parole à Athanasios, mon collègue. Oui. Donc, agriculture urbaine à Montréal, j'ai vu qu'il y a des questions dans le clavardage, fait que je vais y répondre suite à cette diapo. Mais grosso modo, on est arrivé à Montréal à l'École nationale du meuble et de l'ébénisterie qui est située sur la rue de Lorimier. Donc, ça appartient au cégep de Victoriaville. Il y avait de l'espace à combler au niveau des salles de classe et donc, ça faisait quand même du sens d'amener l'agriculture urbaine à Montréal. Et donc, après une première cohorte, là, on commence à prendre notre place, à s'enraciner un peu partout dans la communauté. Puis, comme Olivier a posé la question, c'est quoi la principale différence entre le campus de Montréal et de Victoriaville? Bien, on n'a pas une terre de 55 hectares de gens partant. On n'a pas des complexes de serre qui sont là pour nous accueillir. Mais on travaille beaucoup en partenariat avec des organismes communautaires, avec des entreprises du milieu. On fait beaucoup de visites étant donné l'écosystème de l'agriculture urbaine qui est quand même bien avancé à Montréal. Là, on compte une 40aine d'entreprises d'agriculture urbaine à Montréal. Et de ces entreprises-là, on a beaucoup de partenariats déjà d'établis. Un des exemples, c'est les cours de serre à Montréal. Ils sont donnés au Serre du Dos-Blanc, qui est un organisme à but non lucratif à Ville-Saint-Laurent. Ça nous permet d'aider un organisme communautaire avec de la main-d'œuvre, d'utiliser une infrastructure qui mérite d'être valorisée. Fait que ça suit un peu comme la raison d'être du programme d'agriculture urbaine. La cohorte aussi, c'est sûr qu'on a seulement une cohorte, donc on a une trentaine d'étudiants. C'est sûr que la dynamique est différente. On n'a pas les 4 profils. C'est du monde qui étudie en agriculture urbaine, en ébénisterie puis en meubles. Donc, ça fait une belle dynamique là, au niveau de la complémentarité des différents programmes. C'est plus petit, donc on s'entend que on n'est pas un campus d'une centaine de 1000 élèves. Là, on est quand même une centaine d'élèves dans le bâtiment et donc c'est un peu plus, c'est ça, c'est une autre échelle au niveau de l'enseignement. Le programme, c'est sûr que la raison pourquoi on est arrivé à Montréal, c'est qu'il y avait une demande, puis il y avait aussi beaucoup de gens là, qui voulaient rester à Montréal, étant donné que, comme Pierre-Antoine l'a dit tantôt, on a tendance à attirer du monde qui sont en changement de carrière, qui ont une vie professionnelle, qui ont aussi une vie, dans le fond, peut-être d'établi à Montréal. Bien, c'est sûr que de rapprocher le programme à Montréal, ça permet à plus de gens de suivre cette formation-là sur 3 ans. Puis depuis l'année passée aussi, avec notre arrivée, on a aussi le CISA et le CETAB qui commencent à faire de la recherche à Montréal. Donc, il y a beaucoup de projets qui vont s'associer aux cohortes à venir. Il y a plein de projets aussi de développement qu'on est en train de finaliser pour avoir aussi notre terrain de jeu. Il ne va pas être 55 hectares, mais il va quand même être pas pire dans un contexte urbain. Fait qu'on parle là, d'essayer de répliquer là, le modèle de la ferme-école à Montréal pour que les étudiants et étudiantes aient les mains dans terre, comme à Victo. Puis, je vais juste rajouter rapidement. Oui. Il y a un des partenaires stratégiques qui est OLAB, donc l'équipe d'Éric Duchemin puis Jean-Philippe Vermette, là, avec qui on travaille sur plein de projets. C'est extraordinaire de les avoir. Ils sont même dans le bâtiment. Ils ont des bureaux dans le bâtiment sur Delormier. Donc, on a tendance à avoir beaucoup de scoops
puis aussi d'opportunités pour les élèves de se joindre à des projets, puis aller visiter aussi beaucoup de projets. Voilà. Merci beaucoup, Athanasios. Tu n'as pas parlé du fait que toi, tu as eu ton entreprise aussi en agriculture urbaine avant, non? Mais là, je vends le programme, mais oui, moi, ça fait une quinzaine d'années que je travaille en agriculture urbaine à Montréal. J'ai travaillé dans les organismes communautaires pendant 12 ans. J'ai eu une entreprise de micropousse qui était située à la centrale agricole. Je suis présentement conseiller stratégique de la centrale agricole. Je suis sur le CA du Centre-Paul Roulant. Je mange de l'agriculture urbaine, littéralement. J'en produis. Et donc, voilà, je suis un des enseignants qui fait partie de l'équipe. Du département, c'est sûr qu'on a une équipe extraordinaire. Il y a beaucoup de différentes expertises qui font partie de l'équipe, pas seulement en agriculture urbaine, mais c'est ça qui est le fun aussi, c'est que même si on est dans le programme d'agriculture urbaine, on a quand même accès à la panoplie d'expertise comme qu'on a à l'INAB et on organise des visites à Victo. Donc, les gens de Montréal vont aller à Victo et vice-versa, les gens de Montréal vont venir les gens de Victo vont venir à Montréal. Donc, des belles complémentarités aussi à ce niveau-là. Alors, on est à mi-parcours. Puis je m'adresse à Pierre-Antoine. Il y a 2 questions. Il y en a une que tu vas beaucoup aimer. La première, c'est est-ce que les stages sont rémunérés? Et la deuxième est qu'est-ce qui nous démarque de l'Institut de technologie agroalimentaire de l'Apocatière? Je peux répondre à la question des stages, puis après, tu peux prendre la deuxième? Oui, vas-y. Ouais. Les stages, c'est sûr que c'est pas demandé dans les conventions de stage qu'il y ait une rémunération. Cependant, c'est possible d'être rémunéré. Donc, c'est comme la réponse que je donne aux gens, c'est que les entreprises ne sont pas obligées, sauf que, étant donné le processus pour vous trouver des endroits de stage, on se prend vraiment en avance et donc, ça vous permet de trouver des stages rémunérés. Puis, il y a un minimum d'heures associées au stage qui est approximativement, c'est 2 jours semaine pendant 10 semaines. Ça, c'est le minimum. Si vous désirez en faire plus puis d'être rémunéré, mais c'est sûr certain que ça peut être fait puis ça peut faire partie de votre stage, dans le fond. Cool. Ben c'est ça. Si je peux renchérir, nous, on invite les gens à demander une rémunération puis vraiment à voir le stage comme une job à temps plein durant l'été. Personnellement, c'est ça que j'ai fait quand j'avais fait mes études en agronomie. Puis si on veut vraiment s'imprégner du milieu agricole, il ne faut pas juste se tremper un peu l'orteil dans l'eau, prendre la température, mais il faut plonger puis y aller all-in. Fait qu'il y en a de la job en ce moment. Des offres de stage, j'en reçois de ce temps-ci 2 à 3 facilement par semaine. Il y a peut-être même plus d'offres qu'il y a de stagiaires. Mais après ça, ça dépend aussi. Si vous rêvez d'aller sur une ferme incroyable sur laquelle ils reçoivent, eux, beaucoup de demandes de stage, bien là, peut-être que vous allez être un peu plus flexible à ce niveau-là. J'espère bien répondre, là, mais pour vrai, là, ça n'a jamais été un enjeu pour nos élèves de se trouver un milieu de stage. Puis même que les plus dégourdis, à session 1, dès l'automne, ils règlent ça, ils n'attendent pas d'être rendus à l'hiver. Puis on les voit un peu partout sur toutes les fermes. Ce qui nous distingue de l'ITA, ou l'ITAQ, qu'il faut dire maintenant à l'Apocatière, ou des autres cégeps, dans le fond, parce qu'il y a une quinzaine de cégeps qui donnent des formations en GTA. C'est tous des bonnes écoles. On a chacun notre saveur locale. Fait que nous, quand on reçoit, puis je ne veux pas rentrer dans la bureaucratie, mais quand le ministère de l'Éducation nous dit « Vous devez monter un programme de GTA, voici les compétences que les élèves qui font le 2600 heures devraient atteindre », bien, c'est toutes les mêmes compétences finalement à travers l'ensemble des cégeps, mais nous, on vient mettre notre couleur locale au travers de ça. Puis chez nous, bien, c'est l'agriculture biologique depuis 1987. Fait que ça fait plus de 30 ans qu'on l'enseigne. À l'Apocatière, super beau milieu de vie aussi. Tu as le fleuve à côté. J'y ai pas été assez souvent, par contre, et impliqué là-bas pour vous dire, mais je sais qu'ils sont très proactifs. Et je crois qu'ils ont bonifié aussi leur programme en agriculture bio, puis qu'il y a moyen d'avoir un parcours finalement là-bas aussi qui est teinté du bio. Mais quelqu'un qui vient ici chez nous, qui fait légumes ou fruits biologiques, bien là, à ce moment-là, il finit vraiment avec un diplôme qui peut se dire technicien ou technicienne en agriculture biologique. Puis c'est un secteur qui est tellement en expansion qu'il va en avoir de la job encore plus. Là, il parle d'un 20 de part de marché supplémentaire à chaque année dans les épiceries. Donc, il faut qu'à quelque part, la production à suivre. J'espère avoir bien répondu. Je voulais juste faire un peu de pouce aussi sur ce que mon collègue Athanasios disait. Moi, personnellement, l'effervescence de l'agriculture urbaine, elle m'allume au bout. C'est vraiment la limite de mon imagination qui me permet d'entrevoir c'est quoi les jobs finalement qu'il va y avoir là-dedans.
On voit plein de choses se créer en ce moment, mais il reste surtout plein de places à créer des trucs. Mais ce qui manquait un peu à ce milieu-là, je crois, c'est des gens qui connaissent les plantes, qui connaissent les animaux, qui connaissent la réalité un peu plus agricole, puis qui soient capables finalement de mener à terme un projet, mettons, de faire des plantes, pas juste de dire on va le faire, mais de comprendre une plante, être capable de lire la plante, savoir c'est quoi les bons éléments à tenir en compte pour la faire pousser de la bonne façon. Puis là, c'est là qu'une formation dans le secteur, ça vient compléter peut-être d'autres compétences ou connaissances que quelqu'un avait déjà. Fait que ça, j'ai vraiment hâte de voir, on va en être où dans 5 ans, dans 10 ans. La gang à Montréal est vraiment crinquée, là, puis des beaux projets, ils s'en viennent là-bas aussi. C'est le fun d'être au début d'un projet parce que ça nous permet de voir c'est quoi le bâtir, comme ça peut être le fun d'arriver là dans 2-3 ans puis de voir un peu le chemin qui a été fait puis d'être rendu ailleurs. Donc, il n'y a pas une année qui est pareille quand on travaille avec des êtres vivants. Puis je ne sais pas, Athanasios, comment que ça vaut 55 hectares de terre à Montréal. Faut le trouver d'un, mais ça doit valoir une petite fortune. Là. Fait que c'est pas la même réalité. Tandis qu'en région, ça ressemble à ça. C'est beau quand même. Fait que une belle photo aérienne. La vie à Victo, c'est pas comme la vie à Montréal. On est 45 000 habitants ici. Il y a peut-être moins de place où prendre un café latte en marchant sur la rue. Il y en a pareil, mais bon, ils ne sont pas toujours ouverts aux heures qu'on veut. Il y a moins de microbrasseries où dépenser de l'argent pour des pintes à 7, 8, 9 piastres, mais on en a une super bonne, ça s'appelle l'Ermite. Puis les employeurs de la région sont toujours contents quand le monde arrive dans le coin parce qu'il y en a de la job finalement pour nos élèves qui amènent toujours une touche de plus à la ville. Depuis les 10 dernières années, là, il y a plein d'initiatives qui sont créées qui viennent de nos élèves. Puis je pense entre autres à des galeries d'art, à des soirées slam ou à des choses du genre dans lesquelles les élèves s'impliquent. Là, je ne sais pas si les gens voient mon curseur, là, mais on voit un peu le petit verger, il est là, avec les bleuets qui sont protégés. On a le jardin bio-intensif, un peu plus le style Elliott Coleman, Jean-Martin Fortier qui est là. Après ça, on a le moyen jardin, puis là, on ne voit pas tout le grand jardin et tout le reste. Les serres, là, où on vous parle, là, présentement, nous autres, on est dans la serre numéro 2. Fait qu'on est là. Puis le bâtiment, dans le fond de l'INAM, la signature, c'est comme un silo. Fait que peu importe où on est sur la terre, on le voit. Ça fait vraiment une belle signature, là. Puis c'est juste une infime partie de la terre, finalement, que vous voyez sur la photo. Puis là, on peut le voir d'une autre façon. Là, les terrains de soccer, c'est chez nos voisins, là, l'école secondaire qui est là. On voit un peu les bâtiments, là, comme je mentionnais tantôt, mais la terre, là, elle va se rendre jusqu'à la route derrière, même qu'on a un autre morceau au niveau de la rivière. On a l'étang d'irrigation ici qui est quasiment grand comme une piscine olympique. On a 10 hectares en boisé de ferme dans lesquels les cours d'agroforesterie vont se faire. Production de champignons aussi va être faite à ce niveau-là. Puis l'autre truc qu'on voit, c'est les parcelles de recherche du CETAM, à droite, à gauche. Là, il y en a un peu partout, dont celle-là qui m'impressionne vraiment. C'est des parcelles de long terme qu'on appelle. Là. C'est là pour 30 ans. Fait qu'ils mesurent des pratiques agricoles. Ils vont prendre des mesures au niveau des gaz à effet de serre, des rendements des cultures, d'analyse de sol. Ça va leur permettre d'avoir des réponses beaucoup plus long terme que de faire des petits essais qui dureraient sur 2-3 ans. On a le pavillon bâtiment animal qui est là. Fait que c'est là que les cours d'élevage se font. Puis les 2 serres individuelles qui sont là, c'est la vitrine technologique du CETAP+, sur les légumes d'hiver, donc les légumes en climat froid. Fait que c'est assez éclaté là, en termes d'activité qui se passe là, sur les lieux de la ferme. Avant ça, où on était un peu à l'étroit. Fait que les cours de tracteur, c'était entre les érables, là, dans la cour d'entrée. À cette heure, les cours de tracteur, ça peut se passer ici sur le gravier. Mais surtout ici, ce champ-là, il se fait assez travailler, merci. Là. C'est hâte de voir tout le monde aller à l'automne à faire du travail de sol, à apprendre à conduire différentes machineries, différents outils, puis d'essayer des outils finalement pour voir un peu lesquels font plus leur affaire, puis d'avoir ce terrain de jeu-là finalement pour essayer des choses. Production animale, je vais vous parler des profils ensuite relativement brièvement, là, mais en gros, on continue à aller sur plein de fermes de la région avec qui on a développé des partenariats depuis plusieurs années. C'est cool finalement de voir différentes entreprises qui existent, différentes grosseurs d'entreprises. Quand on a changé le programme, on a intégré à peu près toutes les productions animales. Fait que c'est pas juste la vache laitière. Là, on va être aussi dans le bovin de boucherie, on va être dans l'agneau, on va être au niveau des chèvres, au niveau des porcs et au niveau des poules. Il y a des cours de grande culture, évidemment, puis d'agroforesterie que je vous mentionnais. Ça, c'est le cas pour tous les profils.
un atelier mécanique, puis de la menuiserie, il y a des cours de charpenterie parce qu'il faut être le plus débrouillard possible. Je vais vous montrer une autre photo par la suite. Fait que c'est le bâtiment de production animale qu'on a inauguré il y a 3 ans, dans lequel les laboratoires de la gang qui étudie dans ce profil-là font leur lab. Puis c'est vraiment hâte de voir là, tous les trucs qu'ils essaient à l'intérieur. Fait que l'atelier mécanique, là, ça fait partie du cursus de formation. La job d'agriculteur, d'agricultrice, c'est probablement le métier où il faut être le plus complet. C'est un métier qui est complexe aussi. Faut être bon en mécanique, faut être capable de réparer soi-même les choses, faut être bon en charpenterie, en menuiserie, faire un peu de plomberie, un peu d'électricité. On peut pas toujours payer pour que des gens, finalement, réparent les choses à notre place. Puis comme dans n'importe quoi, les machines, ils brisent toujours la journée que tu en as besoin. Moi, ça me... Comment vous dire? Je trouve ça vraiment fantastique de voir à quel point que les gens ils prennent confiance en eux, puis de voir les compétences qu'ils vont acquérir au bout de leur cours. Au début, ils ne savent pas souder, là, mais à la fin, ils sont capables de faire des trucs assez hallucinants. Puis pendant ce cours-là, il y a des élèves qui font des projets personnels. Il y en a qui fabriquent des outils comme des grelinettes. D'autres fabriquent des meubles. Puis même une année, un élève s'était fait un foyer surdimensionné. Il avait mis beaucoup d'heures, même en dehors des heures de cours, là, pour venir le finaliser son projet. Fait que c'est ça. Sur les fermes partenaires, des fois, on va aller faire d'autres opérations agricoles avec leur machinerie sur place. C'est vraiment cool. Les gens sont vraiment généreux dans les régions de nous accueillir comme ça. Maintenant, au niveau de production légumière biologique, ben, on a mis une liste des légumes, là, mais on en fait entre 40 et 50, sans compter le fait que dorénavant, il y a des cours de recherche et développement. Fait qu'on peut faire des choses un peu plus éclatées aussi, essayer de faire des tests, de l'innovation. Ça, c'est très cool. Depuis quelques années, sur les fermes maraîchères, on voit de plus en plus de patates douces, de champignons, de bébés gingembre. Ça devient quasiment des must. Je dirais une ferme sur 3 va le faire. Là, vous ne le voyez pas dans la serre, mais on s'est mis à faire de la production de champignons sous le feuillage de plants de tomates. Ça nous permet d'augmenter la superficie de denrées agricoles qu'on récolte là, en termes de kilos par mètre carré, mais sans jouer sur la répartition des parcelles. Fait qu'il y a plein d'innovations comme ça là, qui viennent. Puis il y a une belle communauté d'échanges puis de réseaux qui existent dans le secteur agricole. Fait que les gens ont ces échanges, les bonnes techniques, les bonnes pratiques, puis on cherche toujours à être meilleur d'une année à l'autre. Le stage sur la ferme-école, Athanasios, il en a glissé un mot tantôt, mais ça se passe chez nous avec une super équipe aussi de profs et de techniciens qui encadrent les travaux. On voit ma collègue Alice qui supervise une élève qui est après récolter du mesclun avec le Green Harvester qui n'a pas d'air brisé cette fois-ci sur la photo. Tant mieux. Bon, là, on me voit enseigner. Là, ça fait un peu bizarre. Là. C'est comme une mise en abîme, mais c'est ton affaire. Fait que c'est ça, une salle de classe de laboratoire, dans le fond, dans laquelle on va sortir des pots, des caissettes, faire des semis avant d'envoyer ça peut-être à la chambre à semis juste à côté. Les élèves en action, là, autant au conditionnement qu'à l'entretien. Adam, là, ici, est après baguer de rajeunir les plants de tomates, tandis que là, il est après laver des poivrons. Puis là, ben, une élève, finalement, qui préparait une petite activité de présentation qu'on faisait dans des caissettes pour aller montrer un peu des plantes dans une autre conférence. Production fruitière bio, ben, je vous ai parlé du grand verger, je vous ai parlé du petit verger. Il y a un cours d'apiculture aussi à l'intérieur qui est toujours bien apprécié de la gang, là, où on va aller faire l'entretien du rucher, l'extraction de miel, l'hivernage aussi du rucher. Eux aussi, ils ont un stage sur la ferme-école, des cours de recherche et développement. Puis ça, c'est le pavillon de la pomme qui, lui, est situé peut-être à, je ne sais pas moi, un 10 km gros max de notre pavillon de l'INAV, qui est un lieu vraiment bucolique, là, surtout quand les pommiers sont en fleurs. C'est vraiment magnifique. C'est beaucoup le CETAB qui gère le verger. Il y a énormément de recherche et développement dans la pomme bio qui est faite de leur côté, qui embauche aussi des élèves. Mais les cours de taille, entre autres à l'hiver, quand vient le temps de tailler les pommiers, ça va être fait dans des cours où les élèves vont aller là-bas. C'est vraiment un lieu génial. Une autre photo des élèves en action dans le rucher. Moi, je me fais toujours piquer quand je vais là, mais bon, ça a l'air que c'est comme ça quand on attire les abeilles. Je sais pas. Gilet noir, cheveux foncés, ça a l'air que ça fait ça, mais là, ils blanchissent. Là, ils extraient le jus. Ils ont pressé du jus, puis il y en a des fois aussi qui vont faire du cidre. Fait que c'est ça. Fait que il est écœurant, ce jus-là. Là, c'est vraiment du jus frais, juste des pommes pressées, tout simplement. Là.
Puis agriculture urbaine, je reviens un peu aux formations. Le dernier profil, on a parlé du fait que c'était en pleine effervescence. James Hetfield, ce matin-là, avait été efficace, mais pas éblouissant. Fait qu'il avait fait le cover de la Presse Plus. Là. D'après moi, c'était au Festival d'été de Québec. Mais moi, ce qui m'avait vraiment scié les jambes, c'était de voir Léandre, un ancien élève qui avait fait le cours de production de légumes bio, mais que lui avait travaillé un peu à la ligne verte. Donc ça, c'est sur le toit du IGA à Montréal, là, où on produit probablement essentiellement des légumes feuilles en haut et autres, là, mais que c'est descendu directement en bas pour être mis en marché. Léandre, depuis, a parti sa ferme, qui est la ferme de La Roquette, un peu au nord de Montréal. Mais en tout cas, ça m'avait vraiment fait capoter de voir qu'on pouvait faire le cover de la Presse Plus pour parler d'agriculture urbaine. Fait que c'est ça. Je pense que j'ai hâte de voir ce que ça va être dans 5 ans, dans 10 ans. Pour moi, c'est une des parties de la solution de l'autosuffisance qu'on entend parler de plus en plus depuis 2 ans et une chance qu'on en parle de plus en plus. En fait, ça devrait faire 20 ans qu'on en parle, mais bon, il n'est pas trop tard pour bien faire. Fait que des exemples de cours en agriculture urbaine, je ne les ai pas tous mis. Ça reste un cours de gestion, puis la gestion, c'est vraiment majeur si on décide d'avoir une entreprise pour faire de l'entrepreneuriat. Mais petits élevages en milieu urbain, là, c'est l'art d'avoir des poules sur ton balcon. Ensuite, on a apiculture urbaine ou l'art d'avoir des ruches sur le toit. Myciculture, c'est l'art de faire pousser des champignons dans ton gyps, dans ton 4,5 au grand plaisir de ton proprio. Après ça, on a élevage d'insectes au grand plaisir de ton conjoint ou de ta conjointe. Mais il reste qu'il y a des cours comme plan d'affaires, comptabilité agricole. Je faisais des blagues parce que c'est souvent les cours de production qui intéressent plus les élèves, mais les cours qui riment en « et » comme fiscalité, comptabilité, mise en marché, ça prend ça si on veut être entrepreneur. Donc, notre couleur locale, là, ça, j'aime ça. Ça, c'est vous autres qui me mettez ça. Hein? Notre couleur locale, un environnement unique, une agriculture innovante, des gestionnaires engagés. Bref, en tout cas, on veut juste que ça fasse des gens après ça qui soient heureux de travailler dans ce domaine-là. C'est vraiment, vraiment passionnant quand on pogne cette piqûre-là au niveau agricole. Puis après ça, bien, si on peut faire des petits puis avoir juste une agriculture qui est durable, je pense. Puis pour moi, c'est un des moteurs du développement durable, l'agriculture au niveau social, économique et environnemental. Mais il faut le mettre en pratique après, puis pour vrai, ça peut faire une belle différence. Là, il faut que j'arrête de parler. Oui, ben, je voulais peut-être offrir la possibilité à Athanasios, si jamais tu as pour agriculture urbaine des choses à ajouter concernant Montréal. Puis je sais qu'il y avait une question qui t'était adressée aussi. C'est une étudiante qui, je pense, est inscrite à l'École nationale du meuble et qui veut savoir si elle peut s'inscrire à des cours en agriculture urbaine. Je ne sais pas si tu veux prendre la peine de répondre. Et toi, Pierre-Antoine, est-ce qu'on a des semeuses directes? Alors, tu auras à répondre à cette question après l'intervention d'Athanasios. Oui, donc ben, c'est sûr que au niveau de l'agriculture urbaine, ce que j'ajouterais, c'est que c'est pas seulement une technique de production qui fait partie du profil, c'est comme le seul profil qui a, comme PA l'a dit tantôt, plusieurs types de production. Puis la raison d'être, c'est qu'on mise beaucoup sur l'économie circulaire, sur la diversité des revenus, puis la diversification aussi des activités en entrepreneuriat agricole urbain. Au niveau de la question là, sur les cours, c'est pas possible en ce moment de seulement prendre des cours à la carte. C'est quelque chose qu'on aimerait faire pour avoir une certaine complémentarité, puis une collaboration entre les départements, surtout au niveau du meuble de l'ébénisterie. Peut-être qu'il va y avoir des cours complémentaires qui vont être offerts dans le futur. Puis, on est en train de voir aussi, là, il y a certains étudiants, certaines étudiantes là, qui doivent faire des cours qui sortent un peu de la discipline et on va offrir pour la première fois cet automne ou l'hiver prochain là, la possibilité d'intégrer certains cours, mais c'est dans des contextes très spécifiques, c'est du cas par cas. C'est pour venir remplacer un cours là, qui doit être fait en dehors du département. Bon, c'est pas mal ça. Je pense que PA l'a bien dit. Là, on est en train de voir une émergence au niveau de l'agriculture urbaine, surtout au niveau de la crédibilité des projets, de la grosseur des projets. Il y a besoin de plus en plus de travailleurs qui sont formés pour
intégrer ces projets-là puis ces entreprises-là. Puis il y a aussi, il commence à avoir de plus en plus de place pour développer de nouvelles entreprises, des nouveaux projets. Il y a vraiment des belles opportunités. Puis on est au début en ce moment, puis c'est ça, on arrive avec des cohortes de gens qui vont être formés. Puis il y a une demande aussi au niveau des partenariats, puis même des municipalités à travailler avec nous sur plusieurs projets. Donc, pour les élèves, ça devient des super de belles expériences qui vont être formatives là, dans les prochaines années. La question sur le semoir direct, si jamais la personne, moi je ne vois pas le chat, mais elle peut préciser, si on parlait de semi-direct en grande culture, ça pourrait être chouette. Ici, dans le fond, au niveau du parc de machinerie, on a à peu près toutes toutes les bébelles qui existent. Là. On a plusieurs ententes avec des compagnies ou des concessionnaires du coin, puis on n'est pas attaché à une couleur. Fait que, tu sais, les tracteurs, il y en a des bleus, des rouges, des verts. Là, on essaie d'avoir une panoplie assez diversifiée. Puis aussi au niveau des modèles, fait qu'il y a des trucs des fois plus vieux, que peut-être c'est plus la gang en légumes que ça va les intéresser, mais on a aussi les derniers tracteurs souvent qui vont être prêtés ou loués avec les concessionnaires du coin. Puis c'est la même chose avec les semoirs. Dans le garage en ce moment, il y en a un que la marque, le modèle m'échappe, mais c'est un truc récent, qui est là pour un certain temps, question que les élèves le voient pendant l'hiver dans le cours d'équipement. Mais après ça, ils vont peut-être aussi le voir en action à l'automne. Tout dépendamment là, des ententes qu'il va y avoir ou même des fois chez d'autres producteurs. Sinon, on a un bon vieux Great Plain aussi qui fait la job ici, qui est utilisé au CETAB. Mais bref, on a différents outils là, à plein de niveaux. Là. J'ai une autre question, puis Pierre-Antoine Athanasios, je vous laisse vous chicaner pour savoir qui va répondre. C'est concernant les subventions pour lancement d'entreprises agricoles. Est-ce qu'on doit appliquer directement après la formation pour y avoir droit ou nous pouvons attendre tout simplement pour être sûr de notre affaire? Alors, je vous laisse répondre. J'y vais, Athanasios, ou? Vas-y. OK. Il n'y a pas personne qui va partir une entreprise à votre place. Fait que c'est une démarche qui est très personnelle. Puis dans le fond, c'est quand vous êtes prêt. Le seul truc, c'est que pour les subventions à la relève agricole, il faut avoir 40 ans et moins. C'est sûr que si tu n'es pas sûr, là, tu arrives à 39, tu es peut-être mieux de prendre les devants, puis commencer à t'inscrire, puis à faire les démarches finalement auprès de la financière pour aller la chercher, cette subvention-là. Mais il n'y a pas personne à la fin qui vous dit « Go, 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 vas-y, on t'a pris un rendez-vous à la financière ou chez les banques. » C'est une démarche qui est très, très, très personnelle. Puis évidemment, on ne se le cachera pas. Un plan d'affaires, au moment où on le crée, c'est une idée qu'on a en tête, mais souvent, 4 ans après, 5 ans après, ou même des fois juste 2 ans après, c'est plus le plan qu'on avait au départ. Fait que, bref, il y a toujours place à changer les choses. Des fois, on a des élèves qui font des plans d'affaires qui sont simplement fictifs. Là, c'est juste l'exercice qui est réalisé pour compléter leur technique, leur cours. Tandis que tu en as d'autres qui, après ça, sont vraiment, vraiment prêts. Puis go, 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 ils vont se lancer. Il y en a d'autres comme toute la gang des funambules là, que j'ai en tête, là, les 4 finalement qui sont gradués de chez nous, mais ils ont tous été travaillés 2 ans sur des entreprises agricoles de différents niveaux, à différents endroits. Puis un jour, ils ont dit go, on le fait le projet, puis on se lance. Fait qu'après ça, ça peut être une autre façon de peaufiner un peu son plan d'affaires, d'aller chercher de l'expertise ou de l'expérience supplémentaire sur des entreprises. Puis après, quand on le sent, là, c'est vraiment dans nos tripes d'être entrepreneur, il faut le faire à un moment donné, le saut. Sinon, il n'y a pas personne qui va le faire à notre place. Là. La présentation tire à sa fin. En fait, il reste les préalables et on a notre conseillère en orientation qui a fait un enregistrement là, sur les perspectives, dans le fond, la poursuite des études à l'université. Mais, puis Athanasios, je pense que je vais te laisser répondre à cette question-là. Pierre-Antoine l'a mentionné, on a beaucoup d'élèves en réorientation de carrière. Donc, il y a quelqu'un qui a déjà un DEC, même un bac, et elle veut savoir si c'est possible de travailler à temps partiel. Elle a un enfant, donc en suivant les cours de formation spécifiques seulement. Alors, je te laisse répondre. Oui, c'est sûr que c'est une vingtaine d'heures, là, comme PA l'a dit tantôt. Tout dépendant du bac, il y a aussi potentiel d'aller chercher des équivalences si c'est des cours. Si vous avez déjà fait des cours en gestion, c'est souvent vu, on va avoir des demandes d'équivalence. Fait que ça, c'est possible. C'est faisable. Là, la plupart des étudiants et étudiantes ont un emploi à côté. Les horaires, c'est sûr qu'il faut quand même se prévoir des horaires du lundi au vendredi. On ne peut pas choisir les horaires. C'est vraiment tous les élèves qui vont avoir la même horaire. Mais
de déjà avoir un deck, ça va quand même libérer là, des après-midi puis des moments dans la semaine pour pouvoir travailler. Puis c'est ce qui est quand même intéressant du programme, puis de ça, c'est de tous les profils, c'est qu'il y a un aspect au niveau de la pondération des cours. Il y a de la théorie, il y a des laboratoires, il y a du travail à la maison. Ça va être jamais débalancé avec beaucoup de travail à la maison. Il y a beaucoup plus de pratique puis de théorique en classe que de devoirs à la maison. Donc, ça pourrait aussi être intéressant là, au niveau de... Vous n'allez pas passer vos soirs et vos fins de semaine à faire des lectures et des gros travaux, sauf peut-être à la fin de session, mais c'est sûr, les pondérations prennent en compte que vous allez beaucoup travailler sur le terrain et sur des exercices pratiques. Oui, si j'ajouterais, ben c'est pas, comment dire, c'est pas, on en voit quand même souvent des parents là, qui ont des enfants et qui décident de venir étudier chez nous. Des gens qui ont des baccalauréats, des maîtrises, même des fois des doctorats. Donc, c'est ça, c'est un peu éclaté là, comme clientèle, un peu comme je mentionnais tantôt. Fait qu'il faut juste trouver peut-être un peu son rythme, là. Normalement, le deck, c'est sur 3 ans, mais il y en a qui vont le faire sur 4 ans. On est enregistré, hein, là. Fait qu'il y a moyen quand même peut-être d'alléger un peu les choses puis de le faire un peu finalement à son rythme, à soi. Mais bon, ça, rendu là, on en rediscute puis on voit un peu c'est quoi le plan de match finalement. J'enchaîne? OK. Ben en fait, il n'y a pas de préalable. Il faut juste avoir son secondaire 5. C'est un préalable, ça. Oh. On ne l'entend pas. On n'entend pas? Toi, tu l'entendais pas? Non. Tu peux-tu faire un dub? Tu peux-tu parler à sa place pendant qu'elle parle? Est-ce que tu sais ce qu'elle dit? On ne voit pas non plus, là. Pierre-Antoine m'a demandé pourquoi c'est Manon qui parle. Il pouvait tout dire à sa place, alors... On ne l'entend pas. Attends, là, je t'apprends à enregistrer ce qu'elle dit. Bon, Pierre-Antoine vient de vous dire que ça prend juste votre diplôme d'études secondaires. Par contre, si vous décidez de poursuivre des études universitaires, je suis pas capable de dire. En fait, c'est que si jamais vous décidez de... Ah non. Je peux-tu l'éteindre? Non, merci. Mon pauvre Manon. En fait, ce qu'elle voulait dire par là, c'est que si jamais quelqu'un décide après ça d'aller en agronomie ou en agroéconomie, normalement, il faut avoir fait un peu de chimie, physique ou des mathématiques fortes. Fait que ça se peut qu'il y en ait qui viennent compléter un peu via des cours aux adultes ou autres. C'est des choses qu'on a quand même vu se faire pour des gens finalement qui voulaient poursuivre. Je vous l'ai dit tantôt, moi personnellement, j'ai fait directement agronomie. Si ça avait été à refaire, probablement que j'aurais fait le parcours d'un deck, mais évidemment, il aurait fallu que je refasse de la chimie, de la physique et autres, question de pouvoir être admissible. Après ça, ça demande une grosse coteur de 25. Fait qu'on va se le dire entre nous, là, c'est pas très contingenté les programmes en agriculture au niveau universitaire. Puis à peu près jusqu'à 30 crédits de reconnus. Ce que ça dit grosso modo, c'est pas que vous sauvez un an d'études, mais il y a presque un an d'études qui est reconnu. Donc des cours qui vont être allégés. Puis pour vrai, ça fait une différence, ces bancs d'école, quand on a déjà un bon background agricole et qu'on arrive dans le domaine agronomique. Alors, voilà. Y avait-il d'autres choses que tu voulais que j'ajoute? Ben oui, on a une question de Andrea, puis je pense que tu voulais l'adresser de vive voix, alors je te laisse aller, Andrea. Oui, est-ce que vous m'entendez bien? M'entendez-vous? Oui, on t'entend bien. OK, super. Ben, j'avais quelques questions, là. La première, je me demandais le premier stage, est-ce que c'est possible de le faire dans la région de notre choix ou ça doit être fait là, dans la région de Victoriaville, par exemple? Tu le fais où tu veux. OK. En autant que ça soit sur une entreprise agricole, puis encore là, sur une entreprise agricole de ton choix. Fait que nous, on a des élèves qui retournent au Nouveau-Brunswick, en Gaspésie, en Outaouais. Il n'y a vraiment aucun problème. Là, la pandémie est arrivée, fait que ça a mis un peu des bâtons dans les roues, mais il y avait aussi l'option internationale, normalement, qui existe, puis qui peut être des belles avenues aussi. Là, j'ai hâte toutes sortes d'écoles, parce que c'est cool de voir les élèves aussi quand ils s'en vont en voyage à l'extérieur faire des stages. Super. Mon autre question, c'est des groupes de combien de personnes à peu près, là, comme disons, production fruitière, biologique, ça ressemble à quoi? Bien, en fait, c'est que c'est des classes qui vont être autour de 30 élèves, mais dans les laboratoires commensaires, on va travailler en sous-groupe d'à peu près 15.
Ça varie d'une année à l'autre. Je pense qu'en légumes, cette année, il était environ une cinquantaine à être arrivé, mais en fruits, il devait être à peu près une vingtaine. Non, normalement, il y a comme un an de tronc commun aussi entre fruits et légumes. Si jamais quelqu'un rentre en légumes et qu'il décide de passer en fruits pour la deuxième année, il n'y a pas de problème, il peut le faire. Donc, vice-versa aussi. C'est quelque chose qui est pensable, mais c'est sûr que plus on avance dans le parcours, plus les cours sont spécialisés. Puis là, à un moment donné, il faut faire un choix. Mais ça reste que d'aller chercher des compétences agronomiques. Quelqu'un qui ferait complètement un deck en légumes ou en agriculture urbaine, puis qui décide plus tard d'avoir une production un verger, là, il est capable parce qu'à quelque part, il a ces connaissances-là. Juste le lexique agricole entre l'entrée au mois d'août puis rendu à Noël, on se comprend, on parle à peu près le même langage. Fait que si on se met à jouer au Scrabble puis qu'on se met une contrainte, rentrer des mots de physiologie végétale dans le jeu, ben ça le fait, là, tu sais. OK, super. Puis, je voyais que c'était contingenté aussi. J'imagine qu'il y a plus de demandes que de places. Ça se peut-tu que c'est contingenté? Ben, je pense qu'Agriculture urbaine à Montréal, ils risquent de bloquer encore à 30 cette année, le temps justement qu'on s'installe et que tout soit rodé. Chez nous, pour vrai, ça a déjà été contingenté il y a quelques années, mais depuis, je vois pas, avec l'INAM, on a l'espace, là. Fait que des fois, oui, ils mettent que peut-être que ça pourrait l'être, mais dans les faits, fruits, légumes, agriculture urbaine, production animale, il y a de la place, là, il y a pas de problème. Mais c'est vrai qu'Agriculture urbaine Montréal, si jamais c'est ça que tu regardes, peut-être moi je m'inscrirais rapidement. Mais à l'inverse, ceux qui ne savent pas, même au mois d'août, on accepte encore des gens qui s'inscrivent à la dernière minute puis que 2 semaines après sont rendus chez nous, ces bancs d'école. Là. Fait qu'il y a moyen de réfléchir en masse. Là. OK, super. Puis ma dernière question, comme les cours théoriques, est-ce que tout se donne comme à l'Institut ou les cours théoriques se donnent plus comme au cégep? La formation générale, c'est au cégep. Mais les cours théoriques qui concernent le profil agriculture, c'est tout ici. Okay. Ça se pourrait des fois qu'il y ait un cours, mettons, plus théorique, mettons un cours de gestion, que si ça venait vraiment les 3 ici, il se passe ailleurs. Mais dans les faits, notre idée, c'était que tous les cours de la technique se passent ici, là. Fait que, puis tu sais, c'est le fun aussi quand tu as un cours théorique, puis à la limite, on dit, bon, on va aller faire un tour dans la serre, essayer d'aller voir un peu ce qu'il y en est au niveau de la matière qu'on est en train de voir, là. Moi, je leur dis, c'est vraiment la force. Mon cours de serre à l'université, c'était un livre. Là. C'était super cool. Là. J'ai appris plein d'affaires. On faisait des visites. Mais j'ai beau expliquer de la tomate, comment abaisser un plant de tomate, puis tailler ci, tailler ça. C'est quand tu as le nez dedans, puis que tu le fais, puis que tu le fais à répétition, que finalement, tu comprends c'est quoi le métier. Là. Super. Eh bien, merci. Vous avez toutes répondu à mes questions. Ça fait plaisir. Alors, ce serait au tour de Marie-Ève Grignon à poser ses questions. Oui, merci. Oui, c'est ça. En fait, c'est un peu pour faire du pouce que de la question d'Andrea par rapport au contingentement, je ne sais pas comment on dit, en tout cas, la formation contingentée à Montréal. C'est, comment dire, si on part d'un profil DES versus, je ne sais pas comment ça fonctionne, est-ce qu'il y a un pourcentage de personnes qui viennent de l'université? Tu sais, comment se fait l'admission un petit peu? Parce que c'est pas premier arrivé, premier servi, là, c'est tout en date du 1er mars, dans le fond, avec le SRAC. Premier arrivé, premier servi, il me semble. C'est ça? Hein? Ouais. C'est premier arrivé, premier servi. Ouais. Ah ouais? OK. Ouais. On ne passe pas d'entrevue. Il n'y a pas de lettre de motivation. On ne passe pas d'entrevue, on ne fait pas de sélection. Pas encore, là, mais c'est vraiment premier arrivé, premier servi. Il y a une liste, dans le fond, qui est créée là, au niveau des inscriptions. Puis étant donné qu'il y a plusieurs tours, on arrive, on recommande aux gens qui ont un intérêt de s'inscrire le plus rapidement possible. Parce que c'est ça, la première cohorte, on a eu 35 élèves qui étaient inscrits suite aux différents tours. Mm-hmm. Puis, c'est sûr que si on vise une cohorte de 30 élèves, c'est sûr qu'on pourrait faire rentrer 35 élèves, mais comme PA l'a dit, on va seulement partir une cohorte par année en ce moment, jusqu'à temps que l'infrastructure, tous les partenariats soient établis, qu'il y ait un premier tour de route fait avec le programme à Montréal. Puis suite à ça, ça se peut qu'on ouvre un peu plus, là, mais c'est ça, c'est comme le plus rapidement possible si vous avez un intérêt. Puis après, c'est ça, c'est de voir si vous décidez de bel et bien venir ou non là, en temps et lieu. Oui, c'est ça, dans le fond, faire l'inscription pour assurer sa place, dans le fond, puis après ça, au mois de septembre, je pense, au mois d'août, septembre.
Ouais. C'est ça. Ouais. J'ai une amie, en passant, j'ai une amie qui fait la formation à Victo. Pour les autres qui regardent pour Victo, Marie-Claude Biron. Puis, je ne sais pas si vous la connaissez, mais en tout cas, elle vient de commencer cet automne, puis, en août, en fait, puis elle tripe vraiment. Elle a que des bons mots, elle m'en a parlé, puis elle est déménagée à Victoriaville, puis à capote. C'est tout. Pour ceux qui veulent aller à Victo, allez-y. Puis je vais faire du pouce là-dessus, excuse-moi, PA, je veux juste dire quelque chose. Au niveau du profil d'agriculture urbaine aussi, une des choses qui est le fun, c'est que si vous décidez de commencer à Montréal puis de finir à Victo, ou vice-versa, de commencer à Victo puis venir à Montréal après, vous pouvez, c'est la même grille de cours, dans le fond, tout est reconnu. Donc, vous pourriez, si vous décidez de faire la moitié à Montréal, la moitié à Victo, d'avoir le meilleur des deux mondes, de voir le... Oh, ton son, il a coupé. Excuse-moi, de voir la belle ferme de 55 hectares, de voir les projets en milieu urbain dans des sols contaminés. Là, vous allez voir tout ce que vous allez avoir en agriculture urbaine. En fait, c'est ça, il y a plein de... Les avantages d'un, des fois, c'est les désavantages de l'autre. Là, fait que c'est dur de... En tout cas, moi, je peux pas choisir à votre place. Moi, je suis né à Boucherville. J'étais un agronome d'Alsphate, puis je retournerais pas vivre là. Puis ici, pour le même prix qu'un 4,5 à Montréal, j'ai une terre de 3 acres. Là. Fait que c'est ça. Fait que, on fait le même salaire, là, les profs, qui sont à Montréal ou à Victo, Athanasios. Fait que c'est ça. Le coût de la vie est moins cher, le logement est moins cher. C'est pour ça que j'ai une job de conseiller stratégique à côté. Ouais, OK, c'est ça. Mais il n'y a pas de quartier chinois avec du canard laqué à Victo. Ça, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Bon, les gars, arrêtez de vous taquiner comme ça. Moi, je pense qu'on a fait le tour, en tout cas, des questions qui étaient adressées sur le chat. Et je pense qu'il n'y a pas d'autres mains levées, mais c'est encore le temps. Je sais qu'on a dépassé l'heure prévue, mais c'est tellement intéressant, puis vous avez tellement des questions pertinentes qu'on peut continuer encore. Alors, c'est le temps de se manifester. Ah, une petite dernière, je pense. Une dernière question là, qui est plus en lien avec les à côté, là, mais côté logement à Victoriaville, est-ce qu'il y a un service d'aide ou soit un site ou une page Facebook ou quoi que ce soit où est-ce qu'on peut trouver facilement là, des endroits où se loger? Souvent, on réfère les gens à une page Facebook qui s'appelle Agriculture Bio Victo. Là-dessus, c'est plein de choses. Des fois, c'est des offres de stage, de job, whatever. Là, mais normalement, il y a comme même un truc qui est épinglé en haut de la page puis qui est l'offre de logement. Puis à la limite, souvent, ce que j'invite les gens à faire, si ça ne te gêne pas, ben, tu publies sur cette page-là en disant « Je m'en viens à Victo, je me cherche un logement ». C'est vraiment fréquent que le monde finisse par se trouver puis vivre ensemble. Je pense qu'il y a même des appartements, là, c'est un running gag, là, mais ils ont des noms, là, les apparts, puis ça doit faire 10 ans qu'ils se les passent entre les élèves de la gang en agriculture. Fait que c'est ça, c'est assez facile quand même. Les logements, bon, c'est un peu partout, là, ils disent qu'il y en a de moins en moins, mais bon, ça reste abordable là, quand même dans le coin. Même au niveau des fois des mauves, il y en a qui s'achètent des duplex des fois puis qui vont revendre ou continuer à louer par la suite. Là. Ça dépend un peu du profil de tous et chacun. Là. Fait que c'est des choses qui sont, oui, pensables. Si tu l'oublies ou quoi que ce soit, fais-moi signe, puis ça va me faire plaisir de te revenir avec cette info-là. Si tu m'envoies une feuille à imprimer, même je peux la mettre sur le babillard à l'INAB d'infos où les gens ils circulent. C'était un peu la dernière diapo, là, je suis passé vite, là, mais si vous nous googlez, ça se trouve facilement. C'est souvent mon courriel qui est mentionné. Si vous avez d'autres demandes d'informations, il y a aussi une formule élève d'un jour que je n'ai pas parlé, mais si jamais quelqu'un hésite puis que ça a le temps de s'inscrire puis venir voir c'est quoi la dynamique ici, venir passer une demi-journée d'insert avec la gang, puis pas juste parler à des profs, là, mais vraiment aux élèves, puis voir un peu c'est quoi la vie étudiante ici, puis peut-être d'aller voir un peu la ville aussi, ben c'est des choses qui sont possibles de s'organiser. Là. Ou à Montréal, excusez aussi, là, avec Athanasios puis la gang d'AU à Montréal. Là. On a également une résidence étudiante sur le site du Cégep, là, sur le campus principal. Puis il y a des belles rénovations qui s'en viennent parce que les deux centres de recherche nous quittent. Alors, ce qui fait qu'on rapatrie un étage complet de chambres. Donc, je ne sais pas si c'est une solution qui peut être envisagée. Marie-Ève, est-ce que c'est ta vieille main, comme on dit, ou c'est une nouvelle main? Je pense que c'est ma vieille main. OK. Et j'en prends une dernière, en fait. C'est Viviane qui nous écrit. J'ai la difficulté à cibler quel profil élabore la culture de plantes fourragères à la consommation ou comme taillis.
Si on plante de plantes fourragères pour consommation animale, on est plus dans les cours de production animale, donc au niveau de l'élevage. Sinon, comme paillis, ça va rester que dans les plants de culture, que ce soit en production légumière ou en production fruitière. Il y a des engrais verts, il y a des rotations de culture, fait qu'il y a moyen de faire son propre compost végétal ou faire son paillis ou autre, là, son paillis végétal sans faute. Puis encore là, avec la gang d'AU qui ont toujours des idées derrière la tête, puis de prendre des pratiques agronomiques rurales et ramener en ville, ça me fascine, là, mais bon, c'est de l'agriculture pareil. Fait qu'il y a moyen d'innover aussi puis de faire des trucs en ce sens-là aussi. Là. Je ne sais pas si ça répond à ta question, là, mais c'est ça. Karine, Victo Power, comme diraient les Chic and Swell, ben oui, vous avez peut-être rencontré Daniel à Fromagerie Warwick qui mange une crème glacée. Une crème glacée. Il est bon dans le grenier, il est drôle. Tu le croises-tu des fois? Non? Eh bien, merci d'avoir été là. Et bon, c'est une date comme une autre, mais je vous le dis en passant, c'est le 1er mars, hein, la date limite pour faire une demande d'admission au premier tour. Il y a également le 2e et le 3e tour. Pierre-Antoine et Athanasios l'ont dit, c'est pas un programme qui est contingenté, sauf à Montréal, d'une certaine façon, où c'est limité en raison de l'espace. Alors, puis cherchez pas le site web de l'INAB, il est en construction, alors c'est encore logé. L'information sur l'INAB est encore logée sur le site du Cégep de Victoriaville, où vous allez trouver la page d'info. Vous allez pouvoir vous inscrire à élève d'un jour et faire des demandes d'informations. Puis les coordonnées étaient dans la PowerPoint. Là, je pense qu'elle n'est plus diffusée, mais la ferme école a un Facebook où circule plein d'informations également. Donc, suivez-nous là-dessus ou sur le Facebook du Cégep là, pour être informé. Puis, aide pédagogique individuelle, c'est une personne quand même très importante dans la vie des élèves. Là. C'est elle qui valide avec vous vos cheminements, vos choix de cours. Donc, c'est Valérie Bérubé pour Victo. Et puis, c'est David Finlay à Montréal. Ses coordonnées ne sont pas là, mais vous allez les retrouver sur le site web. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, moi, je vous salue, puis en espérant vous revoir la binette en vrai dans ce lieu magnifique qu'est l'INAB, soit à Victo ou à Montréal. Je ne sais pas si Pierre-Antoine et Athanasios veulent saluer les gens. Ben oui, avec plaisir. C'était cool de vous avoir. Tu sais, là, vous aviez un échantillon. Je pense que vous aviez les 2 profs les plus sérieux. Les 23 autres sont encore pires. Fait que c'est ça, belle gang d'élèves, belle gang de... Tu sais, on est 25 profs à cette heure, mais avec le staff, les techniciens en travaux pratiques, la gang du CETAB, du CISA et tout, je pense qu'on doit être 80. Là. Puis pour vrai, à l'Atrium, le midi, il y a une belle énergie de tout ce monde-là qui se mélange. Fait que merci d'avoir été là, au plaisir. Puis n'hésitez pas si vous voulez échanger. Ça me fait vraiment toujours plaisir de jaser d'agriculture et de jardinage si besoin aussi. Fait que je vous souhaite une bonne soirée. Athanasios, je te laisse le mot de la fin, man. Bonne soirée tout le monde. Merci pour votre présence, pour vos bonnes questions. Si jamais vous avez quoi que ce soit, comme PA l'a dit, vous pouvez le contacter. Il va référer ses questions plus spécifiques à Montréal vers moi. Puis aussi, élève d'un jour, c'est moi qui coordonne l'activité à Montréal. Donc, ça va me faire plaisir de vous recevoir pendant une demi-journée, aller faire un tour d'un cerf du Dos-Blanc, puis passer une belle matinée dans le cours de Sophie Sico, qui est extraordinaire. Voilà. Ciao tout le monde. Bye, bonne soirée.